Ce dimanche midi à 24 heures d'une échéance politique majeure où le gouvernement de François Bayrou va donner sa responsabilité finalement face aux députés. Ce vote, il aura lieu demain et pour en parler, François Bayrou, le Premier ministre, est notre invité aujourd'hui. Il accorde sa dernière interview à Brut, donc avant ce vote qui aura lieu demain et aussi ce discours. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas mal de questions qui se posent. Alors évidemment, je salue aussi toute la communauté Brut parce que je sais qu'il y a eu énormément de commentaires et durant ce live, on va essayer de prendre toutes les questions, en tout cas la synthèse des questions des personnes dans les commentaires. Donc l'occasion également de dire qu'on est diffusé en live sur TikTok, Instagram, Twitter et beaucoup d'autres réseaux. Mais justement, à 24 heures, j'avais envie de vous poser cette question de timing. Est-ce que vous avez encore des contacts ces dernières heures avec les autres formations politiques ? J'ai des contacts avec des représentants des formations ou avec des députés des formations. J'ai surtout des contacts avec les Français parce que c'est ceux qui sont en fait au centre des décisions. Alors c'est leurs députés qui votent. Mais normalement les députés sont destinés à représenter les Français. Mmh. Et les députés, en fait, sont libres de leur vote. Ils ne devraient pas être prisonniers des mots d'ordre des formations politiques. Donc je m'adresse plutôt aux gens directement, qu'ils soient citoyens ou députés. Et c'est ce qu'on va faire durant cette interview pendant 1h15 et je salue les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais si je vous pose cette question, c'est qu'on est quand même à un moment donné à 24 heures de ce vote-là, où il y a eu les tractations, enfin en tout cas les rencontres en début de semaine, c'est de se dire finalement, est-ce que vous actez que c'est terminé et que vous allez partir demain ? Ah ça, absolument jamais. Je ne déclare que c'est terminé parce que d'abord, c'est comme ça que je vis. Et puis c'est comme ça qu'il faut affronter ces questions. L'idée que toutes les formations politiques ont dit que elles allaient abattre le gouvernement. Elles l'ont dit. Toutes. Si on se fie à peu près, c'est fini. En dehors des formations qui sont membres du gouvernement, elles disent toutes il faut abattre le gouvernement. Et à quoi ça sert d'abattre le gouvernement ? Voilà des formations politiques qui non seulement ne sont d'accord sur rien, mais bien pire que ça, sont en guerre civile ouverte les unes avec les autres et en haine les unes avec les autres. Et elles se mettent ensemble pour abattre le gouvernement. C'est un terme comme très fort, vous parlez de guerre civile entre les formations politiques ? Oui, entre LFI et le Rassemblement National, c'est quoi ? C'est de la guerre civile, y compris parfois dans l'hémicycle physique. Les députés des uns qui refusent d'accorder un regard ou de serrer la main aux députés des autres, même quand ce sont des jeunes députés. Ce sont des formations qui sont hostiles aux racines les unes aux autres et qui vont s'allier pour abattre le gouvernement sur une question assez simple, c'est est-ce que la situation du pays est grave et urgente ? Et donc ils disent tous, la main sur le cœur, oui, bien entendu, on est tous d'accord pour dire que c'est grave. Mais chaque fois qu'on propose une solution, une décision, ils disent « Ah ça non, pas pour nous ». Et cette espèce de système de dénégation et de refus généralisé, ça n'est pas l'intérêt de la France aujourd'hui. L'intérêt de la France est de regarder en face la situation du pays, la situation du monde, et d'apporter des réponses. On aura l'occasion justement d'apporter beaucoup de réponses et justement questions que les gens se posent, mais quand j'entends vos termes, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que durant ces 9 mois, vous avez été présent, notamment régulièrement à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés ? Chaque semaine, oui. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu, une forme, de dégoût, c'est peut-être pas le terme, mais quand j'entends vos termes, on sent quand même une forme de colère par rapport à ce que vous avez pu voir ces derniers mois dans l'hémicycle ? Ça, la colère, c'est pas la mienne seulement. Interrogé cette semaine dans un sondage pour demander aux Français si les formations politiques étaient à la hauteur de la situation, la réponse des Français a été à 85% non. Et votre sentiment à vous ? Je pense qu'il y a un vrai problème de se mettre à la hauteur des temps que nous vivons. Un vrai problème de dire, on a des différences, on a parfois des divergences, mais on ne peut pas transformer ça en affrontement perpétuel. On peut ne pas être d'accord avec telle ou telle mesure, j'attends de voir quelle autre mesure sera présentée.
On peut ne pas être d'accord. C'est pas une raison pour abattre un gouvernement, pour que la France se retrouve, et dans quelles conditions, et peut-être avec des difficultés pour la suite, pour abattre un gouvernement. Donc, oui, l'idée que je me fais des formations politiques, et j'en ai construit une, j'en préside une, et j'ai de l'affection pour l'engagement politique. Mais l'idée que ce qui doit l'emporter, c'est la guerre entre les uns et les autres, et que la mission d'un parti doit être d'abattre ceux qui essaient de faire quelque chose, ça je ne le comprends pas. Je suis pas le seul à ne pas le comprendre. Pour ceux qui aiment l'histoire, dans ceux qui vous écoutent, De Gaulle, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il venait de libérer la France. En 1945, il a conduit la guerre contre l'Allemagne nazie. Il libère la France, on lui confie le pouvoir. Et en 12 mois, en 13 mois, il s'en va, parce qu'il dit que les formations politiques sont pas capables de s'entendre. Vous dites le terme « abattre », c'est vraiment le ressenti que vous avez eu quand vous avez rencontré les formations politiques cette semaine, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas du tout préoccupés par le fond que vous évoquez, c'est-à-dire la dette, l'avenir du pays, et ils sont juste dans une guerre de partis à voir les échéances électorales à venir ? Alors il y a trois choses, il y a trois éléments. Le premier, c'est les déclarations. Ils disent oui, on sait bien que la situation est grave, mais il faut pas essayer de la corriger trop vite. Le bateau coule, soyez prudents. N'essayez pas de réparer les choses trop vite, ça pourrait faire des efforts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les relations sont courtoises avec la plupart. J'ai des relations, je connais et vous connaissez depuis très longtemps. Assez bien et depuis longtemps les formations politiques, leur histoire et leurs responsables. Et la troisième chose, c'est que ceux qu'ils plaident le plus souvent, c'est précisément ce qui va nous conduire. Ils veulent que nous continuions dans la manière et les méthodes qui nous ont conduits à la catastrophe. Et c'est ça pour moi le plus... Parce que eux, à l'inverse, plus frappant. Eux, à l'inverse, ils disent on a été reçus, mais pas du tout entendu, écouté. C'est ok, François Bayrou, il nous reçoit, mais il est inflexible. Il n'a rien à nous proposer. D'abord, je suis tout à fait prêt à discuter des solutions. Et j'ai dit que c'était ouvert. Mais vous n'avez dit pas de marchandage hier. Si vous les regardez, c'est très simple. Le Rassemblement national, il dit qu'il faut faire payer les immigrés. Il y a tout cet argent qu'on gaspille pour les étrangers, et c'est là-dessus qu'il faut aller chercher. Et le Parti socialiste dit, vous avez cette semaine pris une décision pour que l'aide médicale d'État qui s'adresse aux étrangers en situation irrégulière soit corrigée, précisée. Par exemple, il y avait qu'on pouvait prendre en charge la balnéothérapie. Je suis pas sûr que beaucoup de gens le faisaient, mais quand même, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu choquant. Vous aurez observé d'ailleurs que les deux auteurs, un de tradition gaulliste et même de droite, et l'autre socialiste, qui avaient ensemble écrit un rapport sur ce sujet, Stefanini et Evin. Stefanini a dit, c'est la première fois qu'un gouvernement prend en charge cette question. Elle a dit ça cette semaine. Donc, quand on fait ça, le Parti socialiste dit, nous avons été scandalisés que vous osiez toucher à l'aide médicale d'État. Ils sont radicalement en opposition et en hostilité les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on construit de bon en additionnant des gens qui ne s'entendent sur rien pour abattre un gouvernement qui essaie de faire face à la question la plus importante du temps? On a quelques questions d'actualité à vous poser, mais je voulais quand même vous relancer sur l'état d'esprit. On se parle en toute franchise durant cette 1h15. Est-ce que vous avez conscience que c'est probablement vos dernières 24 heures à Matignon ? Oui, il y a pire dans la vie que d'être à la tête d'un gouvernement, que ce gouvernement rencontre des difficultés et qu'il soit renversé. Je vous assure qu'il y a beaucoup pire. La maladie d'un enfant, c'est bien pire. Le fait de se retrouver au chômage, c'est bien pire. Le fait d'avoir des mésententes. Donc vous abordez cette situation avec sérénité. C'est bien pire. Et oui, je n'ai
pas d'angoisse sur ce sujet. Je crois en tout cas, je fais ce que je suis certain qu'il fallait faire. Parce que vous avez vu se dérouler le processus depuis 5 mois que j'ai Parlez quand même au lancé passé. cette question. Pardon ? Vous avez acté que c'est fini ? Pourquoi ? En aucune manière. Si vous croyez que vous avez en face de vous quelqu'un qui baisse les bras, non, je dis pas baisser les bras, mais c'est une situation qui est quand même... et qui va pleurer des larmes de crocodile sur une situation politique, vous vous trompez d'interlocuteur. C'est pas ma nature. J'y ai aucun moi, je parle mérite. des faits Alors, l'idée n'est pas du tout de dramatiser, mais d'être très factuel et de regarder ce que les formations politiques ont dit. Enfin, je veux dire, demain... il n'y a pas beaucoup de suspense. Ma vision du monde et ma mission, c'est de faire que les Français entendent ce que j'ai à dire. Je reprends ce que je vous disais. Le processus qu'on a vu pendant l'été, depuis le printemps, c'est quand j'ai alerté sur la gravité de tout ça, et c'est pas d'aujourd'hui que je le fais, comme vous savez, quand j'ai alerté sur la gravité de tout ça, il y a des gens qui ont dit oui, bon, probablement, mais tout l'été, ils ont passé leur temps à s'opposer à chacune des mesures qui pouvaient être avancées pour en sortir. Grosso modo, comme vous avez compris, mais je sais que ceux qui vous regardent sont avides de précision. Nous sommes dans une situation où la dette fait peser sur le pays, l'endettement, le surendettement, fait peser sur le pays, et notamment sur les plus jeunes du pays, une menace qui est impossible à détourner. Si on veut sortir de cette situation, il faut avoir un plan. Le plan, il est simple. En 4 ans, on revient au seuil où, non pas la dette disparaît, mais où elle n'augmente plus. Si on arrive au seuil où la dette n'augmente plus, c'est-à-dire à peu près, comme on dit, 3% du déficit par rapport à la production du pays, si on arrive à ce seuil où la dette n'augmente plus, alors après, le travail du pays peut remettre à flot. Pour arriver à ce seuil, il faut 4 marches. Et la première marche, elle nous conduit à économiser 44 milliards à peu près. Si on m'avait dit 42 ou 46, je peux tout à fait examiner ça. En dehors des partis politiques, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, on aura l'occasion de rentrer dans les détails, si vous me permettez, un petit peu plus tard, justement avec des questions concrètes, justement notamment des jeunes sur la crainte de la dette et ce que ça peut faire peser sur eux. Mais j'aimerais vous poser, s'il vous plaît, plusieurs questions d'actualité. J'imagine que vous avez probablement vu cette vidéo en Seine-Saint-Denis qui a été filmée le 28 août, qui a fait beaucoup réagir, qui a fait des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, où on voit un policier qui va gifler un jeune homme et ensuite lui cracher dessus. Ça vous suscite quelle réaction en tant que Premier ministre ? Alors, cette attitude-là, je n'ai aucun des détails de cet affrontement. Il y a plusieurs enquêtes en cours. Alors, oui, il y a plusieurs enquêtes en cours et donc. Mais je n'ai aucun détail. On parle d'un contrôle de routine où il n'y a pas forcément d'affront. Si tout cela est vérifié, c'est inadmissible et il va y avoir sanction. Et donc, je suis de ce point de vue-là absolument clair et ferme sur la position qu'il faut avoir. Après, je n'oublie jamais aussi quelle est la situation des policiers chez nous, la manière dont ils sont regardés, dont ils sont traités, parfois agressés, parfois assassinés. Et je pense à des compatriotes. Et donc, je fais attention à ne pas laisser penser que les forces de sécurité sont... C'est-à-dire ne pas créer de généralité à partir d'une vidéo, c'est ça ? Oui, d'abord il faut vérifier. S'il y a faute, il faut sanctionner durement. Mais essayons de ne pas généraliser pour ne pas participer à cette montée des tensions entre le pays. Les jeunes ont évidemment des choses à dire sur ce point. C'est vrai qu'il y a plus souvent des contrôles selon la situation, le quartier, la couleur de la peau. Je dis pas le contraire, mais je pense que les forces de sécurité sont vitales pour un pays, vitales pour sauver des gens tous les jours chez nous. Et donc, j'essaie aussi de penser à elles. Vous parlez des contrôles aux faciès, c'est ça, quelque part ?
Oui, sûrement. Je n'ai pas de doute qu'un certain nombre de jeunes dans certains quartiers sont contrôlés plus souvent que d'autres jeunes dans d'autres quartiers. Et vous évoquez le contexte, on rappelle pour ceux qui nous regardent que la préfecture a annoncé à Brut qu'une enquête administrative était ouverte du côté de la préfecture de police et que le parquet local a également ouvert une enquête suite à ces violences. On parle aussi de toute autre chose, c'est le mouvement du 10 septembre. Alors avant peut-être d'en parler sur le fond, sur les revendications, j'ai envie de vous poser la question en tant que Premier ministre, quels moyens de l'État vont être mobilisés mercredi face à ces mobilisations et aux craintes éventuelles de débordement? Tous les moyens nécessaires pour la sécurité et pour... C'est-à-dire concrètement tous les moyens qui sont mobilisables, parce qu'on a un certain nombre de moyens outre-mer, tous les moyens mobilisables. Par exemple, ça se concrétise comment? Vous avez un nombre d'effectifs mobilisés? Je n'ai pas le nombre d'effectifs en tête, mais tous les moyens mobilisables sont mobilisés pour éviter le blocage du pays et les violences. Quand vous dites tous les moyens, c'est-à-dire que vous craignez des débordements importants? Non, c'est parce que je pense que l'État est là pour prendre des précautions en toutes circonstances. En toutes circonstances. Donc, pour mercredi, vous craignez quoi concrètement? Peut-être que le terme crainte n'est pas forcément ce que... Mais est-ce qu'il peut y avoir... Le terme crainte n'est pas juste. Mais je vais vous dire, on est un pays en très grande difficulté. Économique et sociale et financière, comme je le dis tous les jours. C'est un pays qui produit moins que ses voisins. C'est la raison pour laquelle les salaires sont plus bas qu'ils ne devraient l'être et les ressources de l'État plus basses qu'elles ne devraient l'être. Produit beaucoup moins que ses voisins. 15% de moins par habitant que l'Allemagne, presque 35%, 30% en tout cas de moins que les Pays-Bas. Vous voyez, c'est des voisins proches. Un pays comme celui-là qui a des difficultés, est-ce que la réponse est de le bloquer? Alors il y a des fois aussi des manifestations dans ces pays-là. Chaque pays... Non, je dis pour la France aujourd'hui, le pays est en difficulté, tout le monde le voit. Il a affaire à un immense chantier de reconstruction. Mais en parallèle, est-ce que la solution est de le bloquer? Est-ce que vous comprenez aussi leurs revendications? Quelles revendications? Les revendications notamment liées au pouvoir d'achat, en disant aujourd'hui... Non, il n'y a pas... les revendications ont été bloquons tout. Alors derrière, il y a quand même des messages qui sont portés. Le mot d'ordre, oui, il y en a beaucoup moins structuré que dans d'autres. C'est-à-dire que pour vous, ce mouvement, il est inopportun? Non, non, mais c'est intéressant comme d'avoir votre ressenti. Ce sont des Français. Moi, j'utilise pas des mots qui soient des mots qui creusent le fossé et qui antagonisent les gens. Il y a l'expression d'un mécontentement, d'un sentiment de ras-le-bol des difficultés du temps. Est-ce que de bloquer le pays, ça résout les difficultés du temps? Répondez-moi. Alors, c'est pas à moi de répondre à ça, c'est aux gens qui regardent. Moi, je reste dans mon rôle de journaliste, c'est pas à moi de donner mon avis, mais je vous poserai la question, c'est plutôt la forme qui vous dérange, mais peut-être que le fond, vous pouvez peut-être le comprendre sur le terme de la colère des gens. On sait que notamment en 2018, et pourtant en 2018, il y a aussi eu des opérations de blocage, vous avez tendu parfois la main au mouvement des Gilets jaunes. C'est ma nature. Mais là, vous n'êtes pas dans la même configuration, vous pensez? Non, mais c'est pas ça la question. Je pense qu'il y a, devant les difficultés du pays, il y a deux attitudes. La première, c'est de dire on va tous participer à redresser les choses, reconstruire. On voit bien qu'il y a un immense mouvement de reconstruction. L'école est à reconstruire, l'école de la maternelle à l'université, la production est à reconstruire. C'est un pays génial et qui a des difficultés de pays en retard sur des choses basiques. On sait faire des miracles en spatial, en aviation, en génétique, en mathématiques, on est parmi les premiers du monde. On est partout au sommet de la pyramide. Et on est très en retard sur ce qui est la base de la pyramide. Et c'est un paradoxe incroyable. Et donc,
on est devant ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de déclin, justement, dans notre pays? C'est ce que parfois peuvent ressentir les gens. On parlait du mouvement des Gilets jaunes. Moi, je l'ai couvert en 2018 pendant 31 samedis d'affilée. Ce que disaient les gens, c'était on a l'impression de moins bien vivre que nos parents. Oui, je ne suis pas absolument sûr que ce soit... La question du pouvoir d'achat, d'accès à la propriété, de vivre de son travail, des services publics. Mais c'est à coup sûr le ressenti. Est-ce que c'est un ressenti ou une réalité? C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on produit moins que les autres. On ne peut distribuer que ce qu'on a produit, que ce qu'on a créé. Et donc là, vous dites concrètement que ça passe que par le travail. C'est-à-dire que quand vous parlez de productivité, c'est dire, en fait, les Français, vous ne travaillez pas assez, il faut travailler plus. Ça passe par le travail. Et qui c'est pas travailler plus, j'ai dit produire plus. C'est-à-dire un peu pareil. Probablement travailler mieux. Non, ça n'est pas pareil. Travailler mieux que travailler plus. Travailler mieux, travailler sur des produits nouveaux, avoir des créations qui soient des créations que les autres pays n'ont pas. Mais la question du pouvoir d'achat, comme la question des ressources de l'État, c'est la même. Des ressources des familles ou des ressources de l'État, la question est la même, c'est est-ce que nous produisons assez? Nous ne produisons pas assez, nous sommes très en retard sur la production. Ça, c'est la première chose. Mais, vous avez dit tout à l'heure, les services publics, il y a des réorganisations très importantes à conduire. Et ces réorganisations, l'avantage... On rentre dans les détails. L'avantage, c'est qu'elles ne doivent pas coûter plus cher. Parce que de l'argent public, il n'y en aura plus. Abondant comme autrefois, gratuit comme autrefois. Tout ça est fini parce qu'on est écrasé sous une pyramide de dettes. Quand vous parlez de productivité, ça veut dire qu'il faut augmenter le temps de travail. Là, on l'a vu, par exemple, vous avez proposé la suppression de jours fériés. Alors, justement, dans un but de récupérer 4 milliards d'euros. Mais non, vous avez vu que les Français... Pas dans un but de récupérer 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est une conséquence. Pourquoi j'ai proposé les jours fériés? Et vous avez vu que les Français, derrière, quand on leur dit on va supprimer 2 jours fériés, c'est peut-être le point qui a cristallisé le plus de tension. Ne sont pas d'accord et les forces politiques trouvent là un sujet facile pour... Pour le coup, ils ont suivi ce que les Français... Pourquoi les jours fériés? J'avais envisagé, je l'ai dit, je crois, de passer la semaine de travail de 35 à 36 heures, certains disaient même 37 heures. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que 35 heures, c'est le seuil de déclenchement des heures sup. Et que donc, les Français qui choisissent de travailler un peu plus... Ça touche leur rémunération. Ils ont une rémunération. Et j'étais d'ailleurs pas ennemi que les jours fériés, on puisse aussi regarder avec les entreprises comment les rémunérer. Mais c'est pas ça la question principale. Les jours fériés, pourquoi? Entre un pays qui est à l'arrêt complètement et un pays qui, ce jour-là, est ouvert au travail, administration, commerce, la production du pays, je ne parle pas de la production individuelle, la production du pays, eh bien, elle augmente pour chaque jour à peu près 0,5%. C'est donc du produit en plus, du produire en plus, de la richesse en plus pour le pays. Et cette richesse-là, on peut en effet penser à la redistribuer. Par exemple, pourquoi on a pensé à ça? Parce que, comme vous savez, l'armée est dans une situation où elle a besoin, on le voit bien avec les menaces russes, avec le langage américain, avec ce qui se passe du côté des autres pays européens, on a besoin d'investir encore davantage que ce qu'on avait commencé à faire. C'est à peu près ça, l'équivalent de ces 2 jours fériés, c'est à peu près ça, ce qu'il va falloir mettre en plus dans les 2 ans qui viennent. Il y a pas mal de questions des gens, notamment aussi la jeune génération qui a posé pas mal de commentaires hier, et ça me permet de vous poser cette question. Les jeunes sont-ils condamnés à rembourser la dette générée par les politiques depuis 40 ans? Hélas, oui. C'est pour ça que je suis en colère. J'utilisais pas le mot de colère souvent, parce que tout le monde prétend la colère universelle. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Et pas depuis aujourd'hui, comme vous savez, depuis au moins 20 ans. Parce que il n'y a rien de plus immoral, de plus inacceptable, que de voir des générations organiser leur vie
leur remboursement de feuilles de sécu, le paiement de leur retraite, leur service public et leurs avantages. C'était quoi une génération qui a été égoïste vis-à-vis de ses enfants et petits-enfants ? Organiser leur vie en reportant sur ses enfants la charge de l'argent qu'elles dépensent en plus de ses ressources. Est-ce que ça a été de l'égoïsme finalement vis-à-vis des plus jeunes ? On se parle franchement, parce que ça traduit un peu ça, votre propos, quelque part, de dire finalement, il y a des gens, ils dépensent plus que ce qu'ils n'ont, et puis ils vont dire, allez... J'aime pas cette idée de cibler les uns. J'ai d'ailleurs dit que je ne ciblerai personne, que tout le monde participerait. Mais la vérité... J'ai quand même évoqué le terme de boomer, qui a quand même fait beaucoup réagir. Un boomer... Mais du coup, ça cible, c'est pas... J'en suis un. Hein, boomer, ça veut dire enfant du baby-boom. C'est comme ça que le mot a été inventé par votre génération. Donc je ne vais pas dire que je ne suis pas un enfant du baby-boom, je suis plein pot, pile poil dans le baby-boom. Et donc ces générations, c'est les générations de l'après-guerre. Il y a un choc générationnel sur ces questions. Justement, quand vous donnez cette phrase, je la cite pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité politique, vous dites « Les jeunes devront payer la dette pour le confort des boomers ». Alors, il y a certains qui sont... Non, je n'ai pas dit, mais mettons. Alors pour finir, excusez-moi ma question, je dis, il y en a certains justement qui se sont sentis visés. On peut penser que vous les accusez d'être des privilégiés. Vous avez beaucoup commenté cette phrase tout au long de la semaine, mais je voulais vous parler de ce sondage. Justement, vous parlez beaucoup de sondages, je l'ai vu durant vos différentes interviews, et c'est assez intéressant de voir que s'il y a 70% des gens qui ne partagent pas votre avis, il est plutôt partagé par les 18-24 ans, 63%, et les 25-34, 55%. Exactement. Et quelque part, donc, il y a une fracture dans l'opinion. Et vous, comment vous l'expliquez ? Et c'est cette fracture que je veux combattre. Quel est le sens de ce que j'ai dit ? Encore une fois, c'est absolument précisé, daté. Hein. Le dernier budget en équilibre de la France, c'est 1974. Oui. Le dernier budget Pompidou. Vous voyez qu'il y a un bail. 51 ans de déficit accumulé. Et donc oui, il y a des générations successives, 50 ans, 5 décennies de générations, qui ont accepté, et pardon de le dire, revendiqué, qu'on dépense toujours plus, même si on n'avait pas les ressources. Ça, je décris là la situation exacte telle qu'elle se présente. C'est très factuel, donc, mais permettez-moi, M. Premier, c'est très factuel, vous l'avez dénoncé à plusieurs reprises. Oui. J'ai vu pas mal de vos discours, vous parlez de la dette, même on ne fait pas campagne sur la dette, etc., tout au long de votre carrière politique. Mais derrière, on se dit, mais vous dénoncez depuis de nombreuses années la situation de la dette en France, mais en même temps, votre formation politique, le MoDem, il a quand même voté ces budgets-là. C'est pas un peu d'être pompier pyromane de se dire, on dénonce quelque chose et en même temps, on vote ses propres budgets qui conduisent à la situation aujourd'hui. Toutes les formations politiques, sans exception, ont toutes demandé des dépenses supplémentaires. Souvenez-vous le nombre de formations politiques... Mais vous avez voté, pas vous directement, mais votre formation a voté ces budgets. Le nombre de formations politiques qui se sont opposées, pas toujours voté les budgets, jusqu'en 2017 on vote contre, parce qu'on est dans l'opposition. Oui, avec François Hollande. Et donc Emmanuel Macron depuis... Et donc, allons plus loin. Toutes les formations politiques qui se sont succédées au pouvoir ont toutes assumé de dépenser plus que leurs ressources. Dépenser plus pour qui ? Pas pour elles-mêmes. C'est pas les gouvernements qui profitent de tout ça. Ce sont les Français. Ce sont les Français dans leur responsabilité quand ils appartiennent à la fonction publique, d'État ou locale ou hospitalière. Ce sont les Français qui sont à la retraite. Les retraites, c'est à peu près la moitié de ces sommes qui ont été dépensées. Parce que tous les ans, il faut mettre, vous savez que je suis, je crois, le premier à avoir levé le voile publiquement sur le fait que notre système de retraite n'était pas équilibré. Il y a plein de jeunes, par exemple, qui se disent, d'ailleurs, la retraite, on l'aura jamais. Tous, 80% des jeunes pensent qu'ils n'auront pas de retraite. C'est un truc qu'on entend tout le temps. Et c'est très profondément inquiétant. Et en même temps... C'est inquiétant, mais est-ce que c'est une réalité ? Si on continue comme ça, est-ce qu'il y a une crainte de ce modèle ? Je pense qu'on peut sauver tout ça. Le sens de mon action, c'est qu'on peut s'en sortir. Et c'est-à-dire quoi ? Travailler plus, porter l'âge de la retraite à 65, enfin 67, 68 ans ? Il y aura probablement des adaptations qui se feront au travers du temps. Donc un rallongement de la durée de travail c'est extrêmement simple. Avant, il y avait 2-3 cotisants pour un retraité.
Ça faisait que chacun portait le tiers d'une retraite. Puis il y a eu 2 cotisants pour un retraité. Chacun apportait la moitié d'une retraite. Ça commençait à peser. Aujourd'hui, on va être à 1,3 actifs pour un retraité. Donc factuellement, ça passe par ça. Et qui pense qu'on puisse avoir un système comme ça sans l'adapter à la réalité ? Et donc, oui, je pense que l'adaptation se fera, qu'elle sera nécessaire et utile, parce que nous sommes devant une réalité qui est très profonde. La France ne fait plus le nombre d'enfants qu'elle faisait. Et pour la première fois cette année, dans notre pays, il y a eu en France plus de décès que de naissances. La première fois dans l'histoire, depuis très très longtemps. Et donc tout ça remet en cause la sécurité sociale. La sécurité sociale, le mois prochain... Ça pose aussi la question des jeunes peut-être qui parfois ne font pas d'enfants. Parce il y a 80 ans. Il y a 80 ans qu'elle existe. Et c'est la première fois qu'on se trouve devant un tel déséquilibre entre les actifs et les retraités. Et le grand âge qui arrive. Et évidemment, dans le grand âge, le poids de la santé est plus important. Donc tout ça, c'est du réel. Et ce que je demande, c'est qu'on regarde le réel et pas le contraire. Et le réel, justement, c'est aussi les questions des Français. C'est quelque chose que j'ai pu entendre de nombreuses fois sur le terrain, qui s'est aussi traduit dans les commentaires. Je vous cite cette question de Laetitia qui nous dit « Pourquoi toujours demander aux citoyens, aux entreprises de se serrer la ceinture, de payer plus de taxes ou travailler plus, sans envisager une vraie réduction des dépenses et avantages de l'État lui-même? Quand le gouvernement donnera-t-il l'exemple ?» Bien, comme vous savez, j'ai lancé ce mouvement-là en 2 étapes. On a besoin, je vous le disais tout à l'heure, de réorganiser l'action de l'État. Nous avons déjà réorganisé, dans les 9 mois qui viennent de s'écouler, l'action de l'État sur les territoires, ce qui avait un nombre incroyable d'organisations, d'administrations, alors ça, c'est la bureaucratie, d'agences qui... Ouais. Et mais sur le concret, dans les ministères, vous savez, il y a souvent des gens qui disent les ministres, ils sont toujours en déplacement, le train de vie des ministères, les salaires parfois qui sont aussi pointés du doigt. C'est très concret, hein. Moi c'est ce que vous avez sûrement aussi entendu d'un point de vue local. Les gens parfois vont dire mais comment ça se fait que ces élus ont ces avantages-là Et c'est la raison pour laquelle j'ai confié à monsieur Dosière, qui est, comme vous le savez, quelqu'un qui a été député socialiste et qui s'est spécialisé sur les dépenses excessives des États, de l'État dans toutes ces... Je lui ai confié une mission en disant, écoutez, on va tirer tout ça au clair. Hein. Et ça donne quoi ? Je lui ai donné jusqu'au 1er décembre pour... Donc ça veut dire que ça ira pas à son terme ? Si, ça va aller à son terme. Ouais, mais non, mais le gouvernement, la mission est confiée, donc ça va aller à son terme. Ayons le cœur net de tout ça. Est-ce que les ministres français sont payés plus qu'ils ne devraient, plus que leurs homologues européens, et plus qu'on ne l'est dans le privé ? J'ai envie d'avoir votre avis. Et donc, votre avis à vous, c'est quoi ? Nous allons avoir la réponse. Et vous en pensez quoi ? Je pense que à l'étranger, dans les pays qui nous entourent, les avantages et les salaires des ministres et des parlementaires sont à peu près du même ordre ou au-dessous de ce que nous avons en France. Vous vous souvenez que François Hollande avait baissé les salaires de 30%, du président de la République, du Premier ministre et de tous les ministres. C'est-à-dire, si je vous écoute là en faisant cette comparaison européenne, il ne faudrait pas trop bouger grand-chose. Mais si, il faut bouger tout ce qui doit être bougé. Ouais. Combien ça représente le train de l'État, le train de vie de l'État, comme on dit, sur la dépense publique de 1 000 €? Combien ça représente ? Alors, je ne vais pas jouer au jeu de l'élève, mais ça ne va pas représenter forcément énormément, mais c'est la symbolique aussi, quelque part. Et la symbolique est ce que j'ai dit, s'il y a des choses excessives, on les supprimera. Alors on dit les avantages des anciens, président de la République ou Premier ministre. Ils en ont, à mon avis, assez peu, c'est-à-dire qu'ils ont des gardes du corps, mais et puis ils ont un chauffeur. Moi, je n'y aurais pas droit, en aucune manière. Donc la question, c'est une question qui est revenue dans les commentaires. Est-ce que vous, voilà, imaginons demain ça s'arrête, est-ce que vous renoncez à tous vos avantages en tant qu'ancien Premier ministre ? Je n'en ai aucun. Il n'y a pas de retraite de ministre ou de Premier ministre, contrairement à ce que tout le monde croit.
Et on avait droit autrefois à un secrétariat. Je ne prendrai pas de secrétariat. J'ai été commissaire au plan, j'ai exercé cette fonction de manière bénévole. Le jour où je suis devenu ministre ou Premier ministre, j'ai renoncé à toutes les indemnités d'élu local qui étaient les miennes, et donc je n'aurai aucun avantage. Peut-être, concrètement, à partir de demain, j'aurai droit à un garde du corps. Peut-être, parce que c'est comme ça au moins qu'on assure la sécurité pendant un certain temps. Mais donc vous, c'est le seul avantage que vous allez... Oui. Voilà. Oui. Non, mais c'est intéressant, c'est aussi de la transparence de la vie démocratique, parce que les gens se posent la question. Parce que personne ne le croit. Tout le monde sait qu'il y a des privilèges, tout le monde croit qu'il y a des privilèges et des avantages, et notamment des privilèges et des avantages pécuniaires. Ce n'est pas vrai. Rien. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, ce qui n'est pas le cas dans les pays étrangers. Et donc, mais c'est quoi, est-ce que le train de vie de l'État peut être réduit ? Oui. Je vais prendre un exemple assez simple. Je suis à Matignon depuis 9 mois, et pendant ces 9 mois, ce que représentaient les dépenses du cabinet du Premier ministre, pour le Premier ministre et pour tous ses collaborateurs, ont baissé par rapport à mes prédécesseurs de 30%. Je n'ai pas crié sur les toits parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vain à dire « regardez comme ce que je fais est formidable ». Oui, mais ça parle au français quelque part. Maintenant que vous posez la question, 30% de moins. Est-ce que j'ai fait des réceptions ? Non. Est-ce que j'organise de grands raouts, comme on dit, pour les uns et les autres, telle ou telle catégorie sociale ? Non. Vous, ces réceptions-là, vous vous êtes dit, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez courant à l'Élysée, mais aussi parfois à Matignon, c'est un principe, vous vous êtes dit, en arrivant, moi, ce côté un peu fastueux, qui parfois donne une image un peu d'écart entre... Je suis pour un État frugal. D'abord parce que j'aime la frugalité. Et parce que je trouve que c'est bien de penser, quand on est aux responsabilités, à ne pas gaspiller l'argent public. J'ai toujours tenu à la bonne gestion. Je suis à la tête d'une collectivité locale importante dans les Pyrénées, et on a, nous, une baisse continue de ce genre de frais inutiles. Nous ne faisons pas de frais inutiles. On fait pas de réception, on n'organise pas de fêtes somptuaires, on fait pas des dîners avec des centaines de personnes qui coûtent les yeux de la tête. On fait rien de tout ça. Et quand on fait une réception, on met du jus de fruits et du jurançon, parce que, comme vous le savez, c'est le meilleur vin du monde. Donc, avec des prix à la bouteille absolument raisonnables. Ça pose des questions dans les commentaires, et je salue toutes les personnes qui nous regardent actuellement. Si je regarde la tablette, c'est pas que vos propos m'ennuient, c'est justement pour écouter aussi ce que disent les gens, regarder les commentaires et d'accompagner justement cette interview. Et on salue toute la communauté brute. Et il y a notamment cette question qui a été posée par Armel, justement, qui pose cette question, qui accompagne un peu les questions qu'on évoquait précédemment, et qui nous dit « Comment expliquez-vous que les Français payent toujours plus d'impôts et que les services publics ferment ?» C'est-à-dire quelque part, on paye beaucoup, on est énormément taxé. Ce n'est pas vrai que les services publics ferment. C'est même depuis les dernières années, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est plutôt le contraire. Alors concrètement, des fois, quand on va dans les zones rurales... Je dis précisément que tout le monde comprenne. Je prends un exemple très concret. Par exemple, un bureau de poste qui pouvait être ouvert tous les jours de la semaine, on va mettre une permanence le mercredi où on va dire aux gens, vous devez faire 6 km pour aller dans le village d'à côté. Parce que les gens n'allaient plus au bureau de poste. Il y en a qui y allaient encore, il y a des personnes âgées qui vivent dans ces lieux. Vous savez bien que les personnes âgées, elles ont aujourd'hui des antennes des bureaux de poste où elles peuvent aller, en plus grand nombre parfois. Et comme vous savez, on a ouvert ce qu'on appelle les maisons France Service, qui sont une réussite formidable, qui sont près de 3000, je crois, de mémoire en France, dans laquelle vous pouvez trouver tous les services. Vous pouvez demander des renseignements sur les impôts, vous pouvez demander des renseignements sur la retraite, pas ce constat-là, sur la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe ? Ça change, ça s'adapte. Ça n'est plus comme avant, où il y avait pléthore de fonctionnaires pour des services rendus qui étaient des services rendus assez faibles.
Et je vous dis quelque chose pour aller plus loin. Ça doit continuer à changer. Je suis persuadé, allez, je vais vous dire les choses, je vais prendre des risques. J'ai l'habitude, comme vous savez. Je pense qu'on peut réduire le coût de l'action publique en France pour le même service et même pour un meilleur service de entre 10 et 15%. J'explique ce que je veux dire. Vous êtes dans une collectivité locale importante. Vous avez un service dans lequel il y a 7 fonctionnaires. Si vous organisez bien les choses, si vous regardez qu'il n'y ait pas de doublons avec d'autres services, si vous faites en sorte que... Ça a toujours été un point sensible quand même, la suppression de certains postes de fonction. Si vous êtes attentif et si vous travaillez avec les gens qui sont sous votre responsabilité pour améliorer leurs conditions de travail, pour faire en sorte qu'ils soient plus contents de leur sort. Si vous faites tout ça, vous passez sans difficulté de 7 à 6. Mais vous dites prendre des risques, vous l'avez pas mis dans votre et vous faites le même travail. Si. La suppression au contraire, on a supprimé dès cette année, et après j'ai dit suppression d'un fonctionnaire sur 3, d'un poste de fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite. Qui part à la retraite. Et donc c'est absolument dans le programme. Vous étiez 7, vous organisez le service pour que ce soit 6, et croyez-moi, ça marche mieux. Pas aussi bien, mieux. Parce que les gens ont pris confiance en eux-mêmes, ils sont dans un rapport de confiance avec leurs collègues, et ça marche souvent mieux. Pour ça qu'on fusionne des services, par exemple. Et on fait en sorte que la nouvelle organisation, elle soit plus complète et plus frugale, plus légère. On parle des services publics, on peut aussi penser à l'hôpital public. On a vu des images quand même assez choquantes ce matin dans l'hôpital à Mantes-la-Jolie, dans un état très compliqué, avec des fuites d'eau. Je pourrais élargir notamment à tout ce que j'ai pu voir ces dernières années en étant sur le terrain pour Brut, au contact des soignants qui nous font part de situations très compliquées. On a même parfois l'impression de pas être dans la 7e puissance mondiale en voyant justement des hôpitaux avec des dizaines de personnes qui attendent pour être traitées pendant des heures, où le personnel médical doivent parfois faire des horaires à rallonge avec des salaires quand même qui sont quand même assez bas. Quelque part. Qui se sont beaucoup améliorés. Qui se sont améliorés, qui ont été augmentés, mais qui étaient quand même très bas. Qui ont été augmentés par nos gouvernements. Augmentés, oui, mais on partait d'un niveau très bas par rapport au niveau de l'OCDE. C'est-à-dire ce qu'on a appelé les Ségur, c'est-à-dire les décisions d'augmenter les fonctionnaires, ça a beaucoup amélioré la situation. Alors concrètement, améliorer la situation, c'est pas ce que disent les soignants aujourd'hui. Quand on regarde l'état de l'hôpital public aujourd'hui, très concrètement, les gens parlent d'un état de délabrement. D'abord, c'est pas vrai. La plupart des hôpitaux... je suis président d'un hôpital. Quand je dis délabrement, c'est pas forcément le matériel, c'est la qualité d'accueil, c'est le manque de personnel. Qu'on est en train de refaire, sur lequel on va dépenser des centaines de millions d'euros, et qui en avait besoin, mais il n'y a pas de délabrement. On a créé des blocs chirurgicaux entièrement modernes, des blocs cardiologiques d'avant-garde, une capacité de faire de la radiologie interventionnelle. Alors après, il y a des EHPAD, il y a des établissements plus Je veux vraiment venir sur ces images. Je ne sais pas si vous avez pu voir ces images à Mantes-la-Jolie. Non, j'ai pas vu. En gros, on y voit vraiment un hôpital avec des fuites d'eau vraiment dans les couloirs, dans les bâtiments. Ça traduit quand même quelque chose en plus. Oui, eh bien, je ne crois pas. De nombreux quartiers populaires. Je ne crois pas que ce soit la règle générale. Mais je vais aller plus loin. Ça reste un hôpital de trop si c'était le cas. Ça reste un hôpital de trop si c'était le cas. Il y en a d'autres. Oui, mais si c'est le cas, il faut absolument intervenir d'urgence. Et le ministère a eu précisément des crédits pour des interventions d'urgence de cet ordre auxquelles j'ai veillé. Mais je veux aller plus loin. Pourquoi est-ce que la situation est différente chez nous des autres pays ? Vous avez essayé de vous faire soigner aux États-Unis ? Non. Non. Vous savez ce qui se passe quand vous allez vous faire soigner aux États-Unis ? Vous recevez la facture. Non, la première des choses qu'on vous demande à l'entrée, c'est votre carte bleue. Oui, on parlait justement. Ouais. Et ça coûte des dizaines de milliers de dollars pour des opérations qui sont en France entièrement et intégralement gratuites. J'ai une amie qui me racontait hier soir, elle a subi une opération relativement compliquée et difficile. Elle est allée à la sortie vers le service, vers la banque, comme on dit, dans lequel elle faisait enregistrer sa sortie. Elle dit « Combien je vous dois ?» Et on lui a dit « Vous nous devez 7 €
pour la location de la télévision. Elle dit, mais vous vous rendez compte ce que... et elle dit, est-ce que je pourrais savoir, est-ce qu'on pourrait me donner le coût, le compte rendu de ce que ça coûte vraiment? Je trouve que c'est une bonne idée. Vous avez en France un système de santé... Donc vous pensez qu'en sortant de l'hôpital, pour responsabiliser, entre guillemets, les gens, on devrait leur donner une facture gratuit, qui montre ce qui reste à payer et au-dessus, on liste ce que l'État a payé? C'est pas l'État, c'est l'État, la sécurité sociale. Oui, je pense que ça serait pédagogique. Je pense que l'idée que tout est gratuit, je sais que je vais me faire mal voir en disant ça, l'idée que tout est gratuit est une idée dévalorisante. Est une idée qui fait que tout le monde considère que cet immense effort de la nation, on ne doit pas en tenir compte. Moi, je pense que savoir ce qui est pris en charge par la puissance publique, par notre organisation de sécurité sociale, ça mérite qu'on y fasse attention. Et ça mérite qu'on considère qu'un pays dans lequel l'école est quasiment gratuite, de la maternelle jusqu'à l'université, dans lequel le système de santé est gratuit, dans lequel les retraites sont garanties, dans lequel l'assurance chômage est garantie, c'est un pays dont on ne devrait pas parler comme d'un perpétuel échec. Après, les gens cotisent aussi pour ça. Enfin, je veux dire, quand on dit pas gratuit, parler de l'assurance chômage, tous les mois, sur la fiche de paie, les gens cotisent, sauf que, au bout du compte, il y a leurs cotisations, leurs taxes, leurs impôts, et un déficit de 10%. Chaque fois que l'État dépense, la puissance publique, au sens le plus large du terme, chaque fois que la puissance publique dépense 10, il y a 1 euro. Mais si je vous entends là, c'est quoi? C'est la fin d'un modèle social pour la France? C'est en tout cas un modèle social qui va devoir être pris en charge et changé. Parce que quand on entend ne m'enlevez pas de l'explication, vous l'avez tout à l'heure eu, mais vous regardiez la tablette. Vous écoutez quand même, j'arrive à faire deux choses en même temps. Et donc, nous sommes un pays qui ne fait plus d'enfants et dont la population vieillit énormément. Vous vous rendez compte du déséquilibre que ça crée? Du déséquilibre que ça crée. Et donc ça veut dire en effet qu'il faut entrer dans une vision de réorganisation complète, non seulement pour maintenir les services publics, mais pour qu'ils soient meilleurs et pour que les équilibres soient restaurés. Il y a la question de la fiscalité qui est énormément revenue dans les commentaires via l'appel à la question hier, qui parle d'un terme qui est souvent utilisé, plutôt à gauche, parlant de justice sociale. Non, moi j'utilise ce terme. Voilà. Alors, vous l'utilisez aussi, mais concrètement... Social et fiscal. Les gens vont dire c'est pas forcément appliqué parce que on a beaucoup entendu parler des mesures vis-à-vis des classes populaires ou classes moyennes, quand on parle du gel de l'impôt sur le revenu, quand on parle du gel des prestations sociales. Évidemment, ça va pas forcément toucher les plus hauts revenus. Concrètement, moi je voulais vous poser cette question, c'est... Attendez, arrêtez-vous à cette phrase, parce que... Oui. Parfois, même si on fait pas attention, on dit des trucs qui méritent d'être... Le gel... quand il y a gel, ça veut dire que les charges n'augmentent pas, que les impôts n'augmentent pas. Mais ça veut aussi dire que des personnes vont passer, parce qu'il y a l'inflation aussi dans le pays, je veux dire, ça veut dire que certaines personnes... On n'a jamais eu une inflation aussi faible depuis des années. Alors, on n'a pas d'inflation aussi faible depuis des années, mais en parallèle, on a quand même des produits de première nécessité qui ont énormément augmenté depuis 3-4 ans et qui ne sont pas revenus à leur prix d'avant. Oui, ça dépend desquels. Quand vous allez au supermarché aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont là à regarder un prix, entre un paquet de pâtes à 1,10 € et un paquet de pâtes à 90 centimes. Et certains sont tombés dans cette logique-là de par leur situation. Et donc, ça c'est vrai. Mais pour dire que l'effort, quand on dit on va pendant 1 an faire en sorte que les dépenses augmentent le moins possible, cet effort est limité. Par exemple, si vous êtes fonctionnaire... Mais moi, je voulais vous poser quelque chose. Non, laissez-moi finir ma phrase. On a le temps. Vous m'avez dit on a le temps. Ah si vous avez, on peut, on peut s'expliquer, m'avez-vous dit. Bon, si on peut déborder, il n'y a pas de souci. On a dit, on a tout le temps que vous voulez. Dans l'année blanche, on a dit on n'augmentera pas le point d'indice de la fonction publique, mais on laissera se faire les progressions de carrière, les progressions à l'ancienneté, ce qu'on appelle, c'est un terme, le GVT. Glissement, vieillesse, technologie. Tout ça, ça sera accepté et pris en compte. Et donc, il n'est pas vrai que ce soit insupportable.
c'est acceptable, c'est un effort. Si on décide de le faire, qui sera acceptable, si on ne le fait pas, alors vous allez avoir des accidents. Et les accidents feront que, comme chez tous nos voisins, espagnols, c'est pas loin l'Espagne, espagnols, portugais, italiens, grecs, les sacrifices à consentir seront beaucoup plus importants. Et je dis pas ça pour impressionner les gens, je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est la vérité stricte. Si vous connaissez, ceux qui nous écoutent, si vous connaissez des Espagnols, des Portugais, des Italiens, posez-leur la question. Et ces pays-là ont, grâce ou à cause d'efforts immenses, ces pays-là ont réussi à rétablir leur situation et se trouvent aujourd'hui dans un équilibre qui est au moins aussi bon que le nôtre. Alors ça me permet de terminer le fond de ma question justement sur les ultra-riches. C'est le terme qui est souvent employé, qu'on a souvent lu dans les commentaires, en disant, en substance, ce que je disais au début, on nous demande les efforts à nous, mais qu'est-ce que vous allez faire justement par rapport aux ultra-riches? Parce que vous avez été très précis dans votre programme justement sur certaines mesures, mais à partir par exemple de quel montant vous considérez qu'on est un haut salaire et qu'il faut être plus taxé que ça ne l'est actuellement? Concrètement, un chiffre par an, c'est quel salaire annuel pour... Jusqu'à des salaires de 500 000 euros, quand on est dans la tranche supérieure, c'est 49%, 50% qu'on prélève sur vos... Et vous voulez faire quoi? Je pense que sur les très hauts revenus et sur les très hauts patrimoines... Très hauts revenus, donc au-dessus de 500 000 euros? Non, mais parce que 500 000... Non, mais il faut être très concret dans les chiffres, justement, avoir des précisions. J'essaie d'être précis. Oui. À l'heure actuelle, jusqu'à des salaires comme ceux que j'évoque, on a une progression de la fiscalité qui est importante. Comme vous savez, les salaires moyens sont autour de 25 à 30% de prélèvement, et ces salaires-là, on passe à 50%. Au-dessus, il n'y a pas beaucoup de progression. Il y a des gens qui disent qu'il faut créer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu. Et vous, je pense que les patrimoines aussi doivent être pris en compte. Les hauts patrimoines. Et il faut lutter contre l'évasion fiscale. Mais vous dites haut revenu, haut patrimoine. Concrètement, un chiffre, c'est quoi pour vous un haut revenu? Où il faudrait peut-être créer une tranche supplémentaire? Je l'ai dit, jusqu'à 50%, c'est 49%. Je pense qu'on pourrait jusqu'à 500 000 euros. C'est des salaires très importants. Hein. C'est pas des salaires de la fonction publique. C'est très rare. Non, il n'y en a aucun dans la fonction publique. Non, c'est très rare même dans la population globale. Les salaires les plus hauts de la fonction publique, c'est 300 000 euros par an ou 400 000 euros loin. par Mais justement, an. vous dites aujourd'hui... Et les patrons d'entreprise... Alors, si les ministres, eux, sont infiniment plus bas que tout ça. Hein. Je le dis pour ceux que... Ça rebondit à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ceux que ça Mais par intéresse. exemple, là, si on parle concrètement, ça veut dire que pour vous, au-dessus de 500 000 euros de revenus annuels, il faudrait taxer davantage. On pourrait créer une tranche supplémentaire, oui. Au-dessus de 500 000 euros. Au patrimoine, ce serait quel chiffre? Et je l'avais dit lorsque j'ai présenté le plan, j'ai dit qu'avec les commissions parlementaires et avec les groupes parlementaires, on fixerait ce point. Et un haut patrimoine, pour vous, ça, vous direz combien? Un haut patrimoine, c'est plusieurs millions d'euros. C'est quoi, 2, 3? Oui, ce genre-là, c'est à fixer avec les parlementaires. Donc là, on dit concrètement, au-dessus de 500 000 euros, nouvelle tranche, et des patrimoines qui seraient au-dessus de 2 millions d'euros environ. De 2 millions, de 3 millions d'euros, tout ça se calcule. Il faut une participation. Mais je suis contre l'idée qu'on va cibler les entreprises et les investisseurs. Vous avez compris vous avez retenu ce que j'ai dit au début. La France est un pays qui ne produit pas assez. Oui. Qu'est-ce qui produit? C'est l'entreprise qui produit. Je ne dis pas que la fonction publique ou le service public ne joue pas de rôle, il en joue. Mais ce qui produit l'activité, c'est les entreprises. Si vous frappez les entreprises, vous frappez l'activité. Si vous frappez la production, vous frappez ce qui nous permet de créer des richesses tous les ans.
Je vous donne un chiffre pour que vous ayez, pour qu'on ait ensemble une idée de ça. Ce que la France produit tous les ans, en plus de ce qu'elle produisait l'année précédente, la progression, c'est à peu près 50 milliards. Et la charge de la dette cette année, c'est 65 milliards. Et l'année prochaine, 75 milliards. Et la Cour des comptes dit 107 milliards à la fin de la décennie. Ça veut dire que toute la production nouvelle du pays, elle est captée par la dette. Et la dette, qui est-ce qui la détient ? À 60%, c'est des étrangers. Donc, on a mis en place un système dans lequel la richesse du pays, la richesse créée tous les ans par le pays, cette richesse-là, elle est envoyée à des activités qui ne sont créatrices ni de services, ni d'aide au pays, ni d'équipements nouveaux pour le pays. Tout ça est envoyé à des dépenses improductives. Ça vous frappe pas, ces chiffres-là ? Évidemment, c'est des chiffres marquants, j'imagine, pour ceux qui nous regardent actuellement. Vous vous rendez compte ? On crée 50 milliards, et si on fait rien à la fin de la décennie, ça sera même pas la moitié de ce qu'il faut dépenser pour payer l'annuité de la dette. On est fous, non ? Et personne ne dit rien. Et on laisse passer ça comme si c'était habituel et simple et banal, finalement. Moi, je trouve qu'il y a là... Et on condamne les plus jeunes à ça. Et on aura l'occasion de parler justement en détail de la situation des jeunes. Justement, quand on parle des jeunes, il y a cette question de Charlotte qui nous dit très franchement, êtes-vous pour le vote à 16 ans ? Et qui justifie en disant, est-ce que c'est normal que des boomers décident de l'avenir des jeunes sans qu'une partie de la jeunesse ne puisse donner son avis ? Non, je suis pour 18 ans. Pourquoi 18 et pas 16 ? Mais parce qu'il faut mûrir dans une vie. Vous pensez qu'à 16 ans, on n'a pas... Parce qu'on pourrait dire pourquoi 16 et pas 14 ? Vous savez, il y avait des gens qui avaient proposé qu'on ait autant de bulletins de vote qu'on a d'enfants. Moi, ça m'en ferait beaucoup. Et ça pose la question, c'est peut-être un décalage avec ce que vous dites. Justement, vous dites les jeunes qui vont devoir se retrouver à payer peut-être des égarements des générations précédentes. Et là, il y a des jeunes qui disent, nous, on a aussi notre mot à dire par rapport à ça. Parce qu'au final, quand on a 16 ans, c'est nous qui allons nous retrouver pendant vous voyez bien, 70 ans à payer 18 ans, c'est l'âge de la fin des études secondaires. Donc vous pensez qu'il n'y a pas la maturité nécessaire pour 16 ans ? Non, c'est pas que je pense que... Je pense que il y a une enfance, il y a une adolescence, il y a un moment, à 18 ans, où le bac, le permis de conduire, maintenant on peut aussi... À 17 ans, Isabelle Borne l'avait annoncé sur Brut à l'époque. Tout ça fait une entrée dans l'âge, non pas adulte, mais de la jeunesse Donc 18 engagée. ans pour avoir une pleine conscience pour voter, pour vous. Oui, voilà. Enfin, je suis pas sûr que la pleine conscience pour voter, elle dépende de l'âge. Je suis pas sûr qu'il y ait même pas des gens avancés en âge qui aient une pleine conscience pour voter. De plus en plus, on le voit. mais c'est très simple. On entre dans la communauté civique à 18 ans. Alors il y aura toujours des gens pour dire mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, en tout cas, je pense que 18 ans, c'est raisonnable. Il y a une question qui est posée par Inès qui nous dit la seule dette qui nous amène vraiment dans le mur, c'est la dette écologique, mais ça, personne n'en parle. Si, au contraire, j'en parle chaque fois que je m'exprime et je le ferai encore. Nous sommes, la France, le seul pays qui a vraiment pris au sérieux cette question. On est le pays du monde, presque le seul pays du monde dans lequel l'énergie, et notamment l'énergie électrique, est presque entièrement décarbonée. On n'émet pas de CO2, de gaz à effet de serre qui accroissent le réchauffement climatique. Dans un monde où les États-Unis ont tourné le dos complètement à tout ça, l'Inde assume de continuer à avoir des centrales à charbon et d'en construire tout le temps. La Chine fait des efforts, mais pour autant, elle a beaucoup plus de centrales à charbon que les nôtres. Mais nous, parce qu'on maîtrise le nucléaire,
les centrales nucléaires, et parce qu'on a de l'hydroélectricité, et parce qu'on fait du renouvelable en même temps, dans cet équilibre-là, dans lequel je veux que la géothermie occupe une place importante, parce qu'on a les pieds sur une chaudière inépuisable et gratuite, qui produit des calories et qui peut même produire du frais, produire de la climatisation. Et donc, oui, tout ça est en voie. La France est le seul pays dans lequel on peut imaginer d'avoir, de ce point de vue-là, à quelques années, un moment où on n'émet plus de gaz à effet de serre. Donc, la dette écologique, il faut s'en charger. Mais pas seulement pour ça, si vous me permettez un mot. Moi, je veux qu'on ait une politique de restauration des sols, de vie des sols, de nourrissage des sols, ce qui pourra permettre en même temps de faire des puits pour capter le CO2 dans l'atmosphère. Par exemple, après une céréale, après du maïs par exemple, ou après du blé, il faut mettre un couvert végétal. Vous faites pousser de l'herbe et l'herbe, elle capte le CO2 avec la lumière et l'eau et ça permet d'apurer l'atmosphère de la Terre. Et il faut se battre pour la biodiversité. La biodiversité, c'est les haies, c'est la présence de biotopes qui soient des biotopes favorisants. Et tout ça, ça fait un plan général pour la dette écologique. Quand on parle d'écologie, ça préoccupe les jeunes. Mais il faut ajouter une chose. La France, c'est 1% de la planète. On est les plus avancés dans une planète où une grande partie et une partie croissante des autres pays et des autres peuples se fichent de l'écologie. Donc on a une mission d'exemplarité. La précision justement sur la dette écologique, elle touche aussi parfois la santé mentale sur ce sujet-là et d'autres. On pourrait penser aux crises économiques, le contexte international, les guerres, le contexte que vous décrivez finalement qui évoque quand même un avenir qui est quand même plutôt sombre pour les jeunes. Vous êtes inquiet pour le moral et la santé mentale des jeunes ? Je suis très préoccupé des questions de santé mentale. J'ai produit plusieurs rapports sur ce sujet. Et je pense que notre organisation doit changer de ce point de vue-là. Et doit changer notamment pour ce qui touche au repérage précoce des difficultés. Et pour tout ce qui touche à un sujet auquel je fais très attention, vous m'avez entendu déjà en parler, qui est la solitude. Je trouve que les temps que nous vivons, alors il y a les réseaux, il y a Internet, on a l'impression on a l'impression que c'est des temps où on se rencontre, où on partage, et en réalité la solitude est de plus en plus grave, notamment pour les plus jeunes. Je dis toujours, parce que je pense à eux, que ceux qui sont harcelés dans la cour de récréation, c'est de la solitude. Scolaire. Ceux qui sont dans des situations précaires, je pense à cette jeune femme qui s'est suicidée, et tant d'autres, et les élèves aussi harcelés. Et donc, c'est de la solitude. Et je pense que la société, elle devrait être organisée pour que la prise en charge de la solitude soit générale. Et dans la ville dont j'ai la responsabilité, à Pau, nous avons mis en place depuis déjà 6 ans un plan anti-solitude qui fait que dans la vie de tous les jours, on repère et on prend en charge le plus souvent qu'on le peut les gens qui sont en situation de solitude. Vous évoquez cette difficulté, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire, ces difficultés, est-ce que cette génération, finalement, elle est condamnée à vivre moins bien que celle de ses parents ? Absolument pas. Absolument pas. Elle n'est condamnée à rien. C'est la première note d'optimisme que j'entends, parce que depuis tout à l'heure, avec la dette, on se dit, va... Mais écoutez, le type qui est à bord du navire, vous êtes à bord du navire. Il y a le capitaine qui dit, attention, on a une voie d'eau, il faut qu'on s'y mette tous pour étancher cette voie d'eau. Et les gens disent, mais vous êtes pessimiste, monsieur. Mais le capitaine qui dit, il y a un accident qui nous gâte, il n'est pas pessimiste. C'est le meilleur ami que vous avez. C'est le plus protecteur. Et c'est celui qui veut que vous ayez un avenir alors que les autres vous condamnent à ne pas en avoir. Donc je suis fondamentalement
optimiste. Optimiste, mais d'un côté... Mon propos est un propos fondamentalement de reconstruction. Ouais. Mon propos est un propos où on ouvre l'avenir. On ouvre les années qui viennent. Vous croyez que avec les incroyables progrès que nous rencontrons, qu'on va vivre moins bien? Non. On va vivre mieux. Mais il y a des problèmes à prendre en charge. Mieux, mais il y a quand même les jeunes aujourd'hui, quand on les regarde sur le terrain, ils nous disent j'ai des difficultés d'accès au logement. Parfois, on a des jeunes qui nous disent je suis obligé de sauter un repas parce que j'ai pas les moyens de nourrir. Ça arrive quand même régulièrement. Oui, il y a plein de difficultés. Vous croyez pas que la guerre, c'était des difficultés? Bien sûr. On est en train, aujourd'hui même, là, d'honorer la mémoire, il y a pas longtemps, hein. C'est il y a 110 ou 111 ans. De jeunes entre 18 et 35 ans, qui a été tués au nombre de, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, 1 300 000 jeunes Français, jeunes hommes français ont été tués pendant la guerre de 14, et près de 5 millions, en tout cas 4 millions gravement blessés. Vous croyez pas que c'était plus dur? Bien sûr que c'était difficile. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y en a qui se plaignent plus que de raison? Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous m'avez demandé est-ce qu'ils sont condamnés à vivre plus mal? Est-ce que c'est une génération sacrifiée? Est-ce qu'ils y arriveront pas? Moi, je vous dis, on y arrivera. À une condition, c'est la lucidité. La lucidité. Si vous acceptez d'arracher le bandeau qu'on a mis sur les yeux à tant de gens, et que vous disiez, écoutez, ces difficultés-là, c'est moins grave que la guerre, c'est moins grave qu'une épidémie de peste qui emportait les gens, ou de tuberculose comme c'était le cas, avec des dizaines de milliers de morts par an. Ces difficultés-là, nous avons tout ce qu'il faut pour y faire face, à une condition. Quand on parle de le vouloir. Vous évoquez la lucidité, il y a pas mal de commentaires qui sont revenus aussi sur ça, dans ce temps de crise politique. Est-ce que le système démocratique français tel qu'on le connaît est arrivé à bout de souffle? C'est une question très difficile, mais j'espère que non. Je vais essayer de vous répondre sur ce point. Le système que nous avons, c'est un système dans lequel on a pris l'habitude, et c'est absolument le sens de la démarche que je conduis en ce moment, et qui est une démarche, je reconnais, un peu idéaliste ou un peu optimiste. On a pris l'habitude que les décisions difficiles, fallait pas y associer les Français, fallait les prendre contre eux. Et il y a des responsables politiques dont le modèle est Madame Thatcher, vous savez, qui a été Premier ministre en Grande-Bretagne et qui est passée en force jusqu'à laisser mourir des mineurs qui faisaient la grève de la faim. Mais concrètement, donc, si on parle sur le sol français, ce serait quoi? Changer de république? Non, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, à condition d'avoir en tête précisément qu'il faut que les Français participent, soient directement informés, soient directement associés. Et ce que je suis en train de faire là... Vous voyez sur le terrain, on le voit, moi je le vois aussi en tant que journaliste, l'écart il se creuse de plus en plus entre les politiques et les Français. Ça, c'est vrai. On entend de plus en plus de gens qui disent mais ces gens-là, ils ne nous représentent pas. Ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ne nous regardent pas. C'est pas un reproche qu'on puisse Je ne parle pas à vous-même, je parle de façon générale, ce que les gens vont dire de la classe politique. Je vous ai donné le sondage tout à l'heure de cette semaine. Près de 85% des Français pensent que le monde politique n'est pas à la hauteur. Et ce que je fais, c'est précisément essayer de me situer à la hauteur de l'événement. De dire, cette politique-là, que je viens de vous décrire, qui est indispensable pour les raisons essentielles que j'ai dites, cette politique-là, on peut la faire qu'avec vous. Et donc, je remets le destin du gouvernement aux représentants que vous vous êtes choisis. Et je trouve que l'enjeu est suffisamment important pour qu'on essaie de se hisser à cette hauteur. À cette hauteur par la pensée, la prise en compte de l'événement, et même à cette hauteur par le risque. Au lieu de passer son temps à s'échapper, à prétendre qu'il n'y a pas de problème, à faire en sorte qu'on dissimule aux gens la gravité des choses, ils passent leur temps à dire, de toute façon, vous les politiques, vous êtes des planqués. Vous avez des privilèges, je vous ai dit ce que je pensais de ces privilèges, vous avez des privilèges et vous voulez les garder. Jamais vous vous remettez en cause. J'essaie de montrer qu'il y a des responsables politiques qui ont une assez haute idée
du rapport entre les responsables et les Français, qu'ils vont jusqu'à se mettre en risque pour que pour partager avec les Français la prise de conscience. Mais il y a eu des gouvernements successifs et finalement toujours pas de majorité claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un pays qui est très fracturé sur ces questions. Ingouvernable, je ne sais pas si c'est un terme que vous en... J'espère que non. Vous avez été pendant 9 mois, vous avez pu on verra. C'est déjà pas mal, 9 mois avec un gouvernement qui s'est bien entendu, où il n'y a pas eu de crise à l'intérieur, même entre des personnalités très différentes, où j'ai fait en sorte que règne une unité et même une cordialité ou même une certaine amitié entre ses membres. Et c'est déjà très bien. Mais il y a un moment où l'épreuve de vérité exige... Il y a quand même, en parallèle, vous parlez du gouvernement, et on a quand même aussi certains ministres qui préparent déjà la campagne de 2027. Il y a parfois eu des dissonances entre, je sais pas, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui va proposer des mesures qui ne sont pas du tout portées par le gouvernement, Bruno Retailleau, qui va déjà préparer la campagne présidentielle 2027. Vous avez des fois ressenti pas un manque de loyauté, mais... j'ai voulu des poids lourds. Donc avec la liberté de parole que ça impose. On ne fait pas des gouvernements de poids lourds. On fait des gouvernements de poids moyen pour éviter que des têtes dépassent. J'ai voulu exactement le contraire. Par exemple, je suis très content que Manuel Valls ait pu être chargé de cette mission terriblement difficile des Outre-mer. J'avais 2 anciens premiers ministres dans le gouvernement, Manuel Valls et Elisabeth Borne. Et puis Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, bien sûr c'est des personnalités. Éric Lombard, ce sont des personnalités. Catherine Vautrin, c'est des parfois d'autres projets à long terme et peuvent aussi... Non, ce n'est pas vrai. J'ai jamais ressenti ça. Et en tout état de cause, s'ils ont des projets, ils ont bien le droit d'en avoir. Bien sûr, c'est pas la question, c'est par rapport à leur place dans le gouvernement. Mais ils n'ont jamais laissé leurs projets amoindrir ou changer la responsabilité qu'ils exerçaient au sein du gouvernement. J'y ai veillé constamment. J'ai une question à vous poser. On est peut-être probablement à un temps de bilan. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Ça fait des décennies que vous êtes dans la politique. Vous êtes présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle. Et on se dit, voilà, vous avez été Premier ministre, l'une des plus hautes fonctions de l'État. À un moment où finalement, vous n'avez peut-être pas pu faire les réformes que vous auriez voulu. Oui. C'est quoi les regrets que vous portez aujourd'hui ? Aucun regret. Je ne suis pas porté au regret. Il y a des gens qui passent leur temps à regarder dans le rétroviseur plutôt que de regarder la route qui est devant eux. Je ne suis pas fait comme ça. Peut-être pas le terme regret, mais peut-être de frustration, c'est de se dire, finalement, vous aviez vous avez encore pour l'instant ces fonctions-là pendant 9 mois, et finalement, de par la composition de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas pu porter les projets qui sont les vôtres. Non, mais au moins vous m'accorderez que j'ai marqué un certain nombre de sujets qu'on n'effacera pas. Marqué, mais pas légiféré. Légiférer aussi. On a présenté 2 fois des budgets. On a fait adopter le budget de la nation et le budget de l'action sociale. On a fait adopter la loi sur le narcotrafic. On a fait adopter la loi d'orientation agricole. On a fait adopter un certain nombre de lois de simplification. Et qu'est-ce qui manque pour vous ? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire passer qui n'est pas là aujourd'hui ? Alors, c'est pas des manques et c'est pas des regrets, mais ce qui me manque, c'est la grande réforme que je crois indispensable pour l'éducation nationale. La chose la plus importante à mes yeux. Par exemple, on a tout à bâtir ou à rebâtir. Ça fait des décennies. J'ai été ministre de l'Éducation. Et entre le moment où j'ai quitté le ministère de l'Éducation et aujourd'hui, le niveau des élèves français a reculé de plus d'1 année. Vous vous rendez compte ? Ce qu'était le niveau en 6e quand j'étais ministre de l'Éducation, aujourd'hui c'est à peine le niveau de la fin de 5e. Et vous le voyez bien dans ce qu'est la maîtrise de l'écrit, dans ce qu'est la lecture, dans ce qu'est le plaisir de la lecture, dans ce qu'est des notions de mathématiques même élémentaires,
la place de la science dans la vie de tous les jours. J'avais créé avec le prix Nobel Georges Charpak, j'avais créé la main à la pâte. La main à la pâte, c'était des travaux pratiques dans les cours de sciences à l'école primaire et au collège pour que chacun comprenne que la physique, par exemple, c'est pas des choses abstraites, que la vie de tous les jours, que ce verre-là, ça doit faire, il doit y avoir là à peu près, je sais pas, 12 centimètres cubes. Peut-être un peu plus, peut-être 15 centimètres cubes. C'est ça le réel. Donc l'éducation. C'est la vie. Donc l'éducation. Et je suis... allez, je vais vous faire une confidence. Je suis pas du tout partisan de Parcoursup. Je trouve qu'il y a là une démarche... Alors Parcoursup, c'est un outil. Je laisse l'outil de côté, informatique. Pourquoi ne pas l'avoir retiré pendant que vous étiez là ? Eh bien, on a commencé à travailler le sujet, mais je n'ai été nommé, que je vous rappelle, que le 13 décembre. Hein. Donc, et puis la rentrée est prête le 13 décembre. Mais j'ai ce projet-là en tête. Parcoursup, c'est traumatisant. Parce qu'on laisse trop d'enfants. À 15 ans, vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire, vous ? Peut-être vous, moi pas, et je connais personne qui avait une idée précise à 15 ans de ce qu'il voulait faire. Vous avez déjà faire journaliste, mais voilà. J'ai un parcours assez atypique, on pourra en prendre un exemple. Mais en effet, il y a beaucoup de jeunes qui ont une orientation très tardive. Et puis, ça angoisse les familles. Et après, ça vous interdit de changer de choix en cours de route. Et puis le fait qu'il y ait que tout soit en option, ça rend pour les chefs d'établissement impossible l'établissement des emplois du temps. Le groupe classe qui existait autrefois. En 9 mois, vous n'avez pas eu le temps de proposer une autre solution Eh ben, on a fait des choses essentielles parce qu'on a proposé. Est-ce qu'il y aura encore Parcoursup l'année prochaine, malgré ce que vous dites ? Proposé j'espère qu'on pourra regarder. On a proposé un recrutement précoce des enseignants, qu'on puisse les former parce qu'on a un problème de formation des enseignants. Et donc nous avons pour la première fois créé ou recréé depuis très longtemps un système de recrutement précoce des enseignants qui puissent recevoir des formations. On parlait de vos sentiments, vous évoquiez Parcoursup, cette petite confidence. Il y a le sentiment chez certains que Emmanuel Macron vous a un peu abandonné, vous a laissé un peu traiter ses dossiers tout seul et qu'on ne l'entend pas beaucoup. Est-ce que vous êtes senti soutenu par le président de la République ? Cette vision est totalement fausse. Je pose la question pour je ne dissimule jamais la vérité. J'ai eu, depuis longtemps, depuis des années, une relation avec le président de la République qui est une relation de confiance, de confidentialité. Ce que nous disons ensemble, ça sort jamais, vous en avez jamais aucun écho, ce qui vous donne l'impression qu'il disparaît. C'est pas vrai du tout. On avait juste eu des échos au début quand les gens disaient que vous avez forcé pour être sa matinée. Oui, bon, vous savez bien, il y a parfois des explications dans la vie. Hein. C'était vrai ou pas ? Y compris... Non, je pense qu'on avait eu une confrontation sur la vision qu'on pouvait avoir de Matignon, oui, ça c'est vrai. Et que j'en avais... Si on veut remettre l'histoire en place... J'en avais une vision, j'en avais une vision et que je crois que j'ai réussi à le convaincre. Donc, quand vous êtes reçu, il a un avis divergent sur la nomination du nom du Premier ministre et vous arrivez avec des arguments, vous dites, pour le convaincre. Si on parle franchement. On a eu une discussion sur ce sujet. J'imagine qu'aucun président de la République ne recrute un Premier ministre. Non, mais il envisageait d'autres personnes. Sans avoir une discussion. C'est son devoir. Penser à plusieurs premiers ministres possibles, c'est la première mission d'un président de la République. C'était le poste d'une vie, là ? Pardon ? C'était le poste d'une vie, Premier ministre ? Pour vous, c'était l'aboutissement ? Non. Alors, je vais vous dire quelque chose, peut-être vous le croirez pas, et puis qui est pas très simple à comprendre. Je n'ai jamais fait de différence dans ma vie entre le citoyen, le père de famille, l'élu local, le responsable de parti politique ou le membre de l'exécutif ou chef de l'exécutif. C'est la même chose. C'est une vie d'engagement. Lorsqu'on est un homme, alors peut-être j'ai appris ça dans la ferme de mon enfance. Quand vous êtes paysan, vous êtes responsable de tout. Des animaux, des récoltes, de la maison,
de votre famille, qui est très souvent engagée sur l'exploitation agricole, de la santé des animaux et de la collectivité à laquelle vous appartenez, de la communauté à laquelle vous appartenez. Et je fais jamais différence dans tout ça. Quand je suis maire, je regarde la sécurité, je regarde la propreté, très important. Alors, vous dites tout ça, mais justement, ça va être quoi votre engagement demain? Alors, j'ai compris deux choses. Que vous n'allez pas nous dire si vous êtes à nouveau maire de Pau parce que vous ne réservez pas ça à un média national, j'ai compris ça. Et que vous n'allez pas parler de la présidentielle de 2027. Moi, j'ai envie de vous dire, si demain, ça acte ce qui est prévu, vous faites quoi mardi? Mardi, d'abord, mardi, je serai probablement encore à Matignon. À la sortie de Matignon, disons. Voilà, alors, quand la sortie de Matignon, la nomination d'un successeur viendrait, si ce que vous annoncez, ce que tout le monde annonce à son de trompe se réalisait, eh bien, je serais engagé à la fois... De quelle façon? À la fois, je serai maire de la ville et président de cette agglomération et même de cette petite région. Et je serai président de mon parti politique, et un des partis qui joue un rôle dans la vie attentif sur les prochaines nationale et qui est engagé avec, autour de moi, une génération de responsables qui ont été ministres, qui sont ministres, qui occupent des responsabilités nationales, des femmes et des hommes qui valent la peine. Et des femmes et des hommes, ce qui est très rare en politique, qui s'aiment bien. Parce qu'ils appartiennent pas à un parti politique, mais à une fraternité. Quelque chose qui les réunit au-delà de leurs différences et qui leur donne envie de vivre et de vivre de grandes aventures ensemble. Et nous sommes comme un ferment dans la réalité française. Nous portons une certaine vision. Vous voyez bien qu'on fait des choses que les autres font pas. Hein ? On prend des risques, on dit la vérité, qui n'avait jamais été dite depuis des années. Les yeux dans les yeux avec les Français, on dit voilà ce qu'on va devoir affronter. Et personne ne pourra nous prendre en situation de mensonge. On me dit dans l'oreillette que c'est la toute fin de l'interview. Je suis obligé de porter les commentaires parce qu'il y en a énormément, c'est un copier-coller. Ça nous fait revenir un peu loin, mais qui nous parle du 8h-13h sur les rythmes scolaires. Ça revient énormément. Je suis obligé, sinon je vais me faire assassiner juste après par les gens dans les commentaires qui disent justement les rythmes scolaires, les journées de classe sont trop longues. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que c'est assez vrai, mais c'est des questions d'organisation. Je pense qu'il faudrait tous les jours faire du sport et tous les jours faire quelque chose d'artistique, de musique ou de théâtre ou de lecture à haute voix, de lecture interprétée ou toute autre activité culturelle. Je pense que ces trois, les connaissances. Donc des après-midi plus ludiques. Oui, on pourrait même imaginer que ce soit le matin. C'est mieux si c'est l'après-midi, c'est plus facile. Parce que les rythmes biologiques font que le matin, on est plus calme pour étudier, et l'après-midi, on a plus de facultés pour développer son énergie. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Et je l'avais fait quand j'étais ministre de l'Éducation, il y a longtemps, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Philippe Séguin, qui était maire d'Épinal à l'époque. À Épinal, nous avions organisé ça. Ça avait un problème, c'est que ça coûte très très cher. Et donc l'expérience n'a pas été prolongée. Alors pour conclure, on en a parlé juste avant l'interview. Évidemment, c'est ce que vous disiez, sans dramatiser le moment. Je sais que demain, vous allez vous adresser aux Français, aux députés. Mais si, avant ce discours, il y avait un dernier mot à dire aux Français. Je dis cette semaine, justement, vous avez été régulièrement sur les plateaux pour porter votre parole. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire avant ce vote aux Français ? Une chose très simple. L'avenir est ouvert. On peut, c'est pas si difficile, c'est pas aussi difficile qu'une guerre, c'est pas aussi difficile qu'un effondrement généralisé, c'est pas aussi difficile que des affrontements. On peut, c'est accessible, c'est à portée de la main de s'en sortir. À ce moment-là, l'avenir s'ouvre. Et il y a une deuxième condition,
faut tourner le dos aux divisions pour accepter qu'on est ensemble. On n'a pas toujours les mêmes opinions, mais il y a des nuances, que des nuances. Ce sera la tonalité de votre discours pour demain. l'essentiel dans tout Je ça. sais que vous avez commencé un petit peu à... Ah ben, si vous croyez que je vais vous spoiler, Je pense comme pas de vous spoiler, dites, mais le discours de demain, les thèmes, au moins un peu ce que vous voulez faire passer comme message. on a là énuméré un certain nombre de thèmes qui seront nécessairement Le premier message que vous aimeriez faire passer demain, c'est lequel dans ce discours? Si on ouvre les yeux, alors on va prendre le bon chemin. Encore faut-il accepter de les ouvrir. Ce sera donc le mot de la fin de cette interview. Et on suivra donc demain en direct sur Brut à partir de 15h ce discours qui sera suivi non pas d'un vote de confiance, parce que je sais que vous avez remis en terme ce terme, mais de dire justement qu'il y a la responsabilité du gouvernement qui sera mis demain devant les députés à l'issue de ce discours. On sera évidemment en direct sur Brut pour vous faire vivre tout au long de cette journée politique importante. Je voulais vous remercier François Bayrou d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris on a fait un petit peu plus d'une heure et quart, on a fait 1h25, mais c'était intéressant de pouvoir justement aborder, je l'espère en toute franchise, tous ces sujets-là, très nombreux. Je pense que si on voulait même tous les aborder, on aurait pu faire toute l'après-midi. On aurait pu faire un 24-24. On aurait pu faire le record de la plus longue interview politique, mais j'espère en tout cas que ça a permis durant ce temps-là de pouvoir dialoguer sur cette situation en cours, cette crise politique, et aussi répondre aux questions des personnes dans les commentaires. Dire évidemment que cette interview, dans les prochaines minutes, vous pourrez la retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube, et que différents extraits seront disponibles, notamment sur nos comptes TikTok, Instagram, Facebook, etc. L'occasion également de saluer toute la communauté Brut. Vous remercier encore une fois d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à commenter nos vidéos, à partager et à nous faire confiance pour suivre les grands événements de l'actualité et de ce monde. Et donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous, comme vous, monsieur le Premier ministre. Et nous avons dit la vérité brute. Exactement. Merci à vous, merci à tous, et on se retrouve demain à l'Assemblée nationale comme vous, monsieur le Premier ministre. Bonne journée à vous.